On va pouvoir démarrer. Je vous laisse la main, Séverine, Nicolas. Oui, bonjour à tous. Je me présente, moi je suis Séverine Estival, je suis docteure en neuropsychologie. Chez Auticiel, je suis responsable scientifique et chargée d'accompagnement. Et aujourd'hui, on va vous présenter l'application Habipro et moi je vais vous présenter plus particulièrement en fait tout ce qui est autour des habiletés socio-professionnelles des travailleurs en situation de handicap. Du coup, je me présente également, Nicolas Coutan. Moi, je suis chargé d'accompagnement pour Auticiel. Et du coup, moi, aujourd'hui, pour ce webinaire, je vais vous présenter plutôt le fonctionnement de l'application. On va se compléter aujourd'hui avec Séverine pour vous présenter cette application. Séverine, je te laisse poursuivre. Oui, tu peux passer à la diapo. Alors, pour reprendre un petit peu, disons, la partie un peu plus théorique sur le travail des personnes en situation de handicap, il faut savoir que favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap s'inscrit dans une dynamique constante du gouvernement. Plusieurs plans nationaux ont été déployés avec pour ambition de fluidifier les trajectoires professionnelles entre les milieux protégés, adaptés et ordinaires. Il faut savoir que 3,3 millions de personnes ont une reconnaissance administrative de leur handicap en 2024 et elles représentent 8,1% de la population totale des 15-64 ans. Cependant, les personnes reconnues comme handicapées ont 2 fois plus de risques d'être au chômage que les personnes non handicapées ayant les mêmes caractéristiques. Or, ce qu'on sait, c'est que l'emploi et la santé mentale sont très fortement liés. Au niveau individuel, le fait de ne pas trouver un emploi peut avoir un impact négatif sur le statut socio-économique, sur la qualité de vie et la santé mentale. Le passage vers l'emploi, lui, il s'accompagne d'une plus grande autonomie, qui a d'importantes répercussions sur le bien-être émotionnel. Le travail confère également un statut social et peut donner l'occasion de nouer des relations sociales significatives pour la personne. On sait que l'un des freins majeurs à l'inclusion dans le milieu du travail pour certaines personnes, c'est la difficulté à acquérir ce qu'on appelle les savoir-être en entreprise. Ce sont notamment les compétences sociales qui jouent un rôle dans cette inclusion et qui sont déficitaires chez certaines personnes en situation de handicap, et notamment chez les personnes en situation de handicap mental et ou avec un trouble neurodéveloppemental. Avant d'aller un peu plus loin sur cette partie-là, je voulais faire un point rapide sur ce qu'on entend justement par compétences sociales. Dans la littérature actuelle, il existe de nombreuses définitions des compétences sociales et elles sont souvent décrites comme un concept qui englobe plusieurs sous-domaines. Le modèle synthétique que vous voyez à l'écran, il reprend les différents domaines qui composent la compétence sociale. En premier lieu, on a ce qu'on appelle les habilités sociales. C'est ce qui correspond au traitement de l'information sociale qui permet à la personne de recevoir et d'interpréter tous les indices d'une situation sociale en utilisant ses fonctions socio-affectives, ses capacités de résolution de problèmes, ses fonctions cognitives et exécutives. Ensuite, on a les interactions sociales qui permettent d'entrer en interaction selon différentes modalités, affiliative, agressive ou évitement, et qui symbolise, elle, la performance sociale. Et on a l'adaptation sociale, qui est le résultat, réussi ou non, de l'interaction sociale. Il faut savoir qu'il y a des facteurs modulateurs qui jouent un rôle sur les compétences sociales, les caractéristiques individuelles, comme le genre, la culture, le stade développemental, les motivations, les buts, et les caractéristiques environnementales. En conclusion, la compétence sociale, elle est définie par le fonctionnement efficace d'un individu dans plusieurs contextes sociaux. Les compétences sociales et les habiletés sociales, on voit donc que ce ne sont pas deux termes interchangeables. En effet, les habiletés sociales sont nécessaires pour être compétent socialement, mais ne sont pas suffisantes. Les déficits qu'on peut retrouver dans les compétences sociales peuvent impliquer des difficultés dans la réciprocité socio-émotionnelle, allant du partage réduit d'intérêts, d'émotions ou d'affects, à l'approche sociale qui est anormale et l'incapacité d'échanger dans une conversation. On peut aussi retrouver des difficultés dans les comportements de communication non verbaux utilisés pour l'interaction sociale, comme par exemple des anomalies dans le contact visuel, dans le langage du corps, ou des déficits dans la compréhension et l'utilisation de gestes.
On peut noter aussi des difficultés dans le développement, le maintien et la compréhension des relations interpersonnelles. Enfin, on peut retrouver des difficultés à adapter le comportement en fonction des différents contextes sociaux. En raison des facteurs modulateurs évoqués auparavant, les facteurs individuels et environnementaux, il faut noter qu'il existe de très grandes variabilités interindividuelles en fonction du profil des individus. Dans tous les cas, dans le monde du travail, ces déficits peuvent être une source majeure de difficultés pour trouver et maintenir un emploi. Maintenant, on va se concentrer plus particulièrement sur les habiletés sociales, qui sont donc un pan de la compétence sociale. Dans le développement dit typique, l'acquisition des habiletés sociales, c'est un processus assez complexe. Elle se développe à travers les différentes interactions menées au cours de la vie. On peut voir ici à l'écran différentes définitions qu'on peut retrouver dans la littérature. Des comportements qui permettent l'établissement de relations sociales harmonieuses, des capacités qui permettent de percevoir et de comprendre les messages communiqués par les autres, ou les capacités à choisir une réponse à ces messages et de les mettre par des moyens verbaux et non verbaux de façon appropriée à une situation sociale. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de liste exhaustive des habiletés sociales dans la littérature ou de consensus sur leur nombre ou leur classement. Si on s'intéresse plus particulièrement au monde du travail, des chercheurs ont mis en avant un certain nombre d'habiletés sociales qui peuvent être reliées à cette sphère de la vie. On observe que certaines habiletés semblent être spécifiques et d'autres non. Vous voyez à l'écran, par exemple, les règles d'interaction sociale, comme écouter sans interrompre, utiliser des formules de politesse, ou des règles un peu plus spécifiques dans les interactions socio-professionnelles, offrir de l'aide à ses collègues, travailler en tant que membre de l'équipe, ou alors, dans le cadre du travail, chercher à clarifier des instructions, informer le superviseur lorsqu'une assistance est nécessaire. Ces habiletés qu'on peut retrouver dans la littérature, elles peuvent constituer une base de travail pour déterminer plus particulièrement celles qui s'appliquent aux travailleurs en situation de handicap. En effet, si on s'intéresse aux habiletés sociales, ou alors plus largement aux compétences sociales, c'est parce qu'elles sont importantes pour l'inclusion dans le monde du travail et qu'elles font parfois défaut aux personnes en situation de handicap. Ce que je vous présente ici, c'est les différents entraînements qui peuvent cibler les habiletés sociales ou plus largement les compétences sociales et qui ont pour objectif de travailler sur des comportements ciblés afin d'aider la personne à s'ajuster à son environnement social. Afin d'aider à décoder les situations et règles sociales lors d'une interaction, on peut utiliser par exemple ce qu'on appelle les scénarios sociaux. Ce sont des histoires courtes qui décrivent de manière très concrète une situation précise, comme une situation difficile rencontrée par la personne, ou alors l'utilisation d'un comportement inadapté face à une mauvaise lecture de la situation. Quand on reprend l'ensemble des caractéristiques de l'histoire, un scénario permet d'aider à fournir des repères pour pouvoir y réagir cette fois-ci de façon adaptée. Ensuite, on a également ce qu'on appelle les scripts sociaux. Là, ce sont plutôt des phrases ou des paragraphes courts qui peuvent être utilisés dans des situations spécifiques. Pour cela, il faut d'abord déterminer les situations sociales dans le quotidien qui nécessitent des scripts, puis créer des phrases en fonction de la situation et s'entraîner à les utiliser. Et enfin, il existe aussi des entraînements un peu plus globaux, comme par exemple ce qu'on appelle le social skill training. Là, dans cet entraînement, les éléments d'une situation d'interaction sont séparés en différentes étapes. Par exemple, initier la conversation, poser des questions générales puis spécifiques, partager des informations, afin de maîtriser séparément chacune de ces étapes, puis de les combiner progressivement par le biais de jeux de rôle, par exemple. Ces divers entraînements peuvent s'intégrer dans le cadre du travail. On peut les retrouver dans des formations sur le lieu du travail ou dans les formations par simulation, par exemple des jeux de rôle où le thérapeute jouerait le rôle du supérieur hiérarchique ou du collègue. Dans tous les cas, ces entraînements ont pour objectif de clarifier des situations sociales, de repérer des erreurs d'interprétation, de fournir une sorte de guide de conduite pour des personnes qui ont du mal à gérer les situations sociales. En parallèle, l'usage des technologies numériques par les travailleurs en situation de handicap représente une grande source d'opportunités pour eux en tant que levier d'autonomie et d'inclusion sociale. Les ordinateurs, les tablettes, les smartphones s'adaptent facilement aux besoins des personnes via la manipulation de leur interface, permettant une personnalisation dans la forme, l'agencement ou l'illustration, et offrent un support constant lors de la réalisation de tâches.
Ces outils-là, ils permettent d'aider à l'anticipation, à l'organisation, à la gestion de tâches quotidiennes, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, au moyen d'applications qui sont développées spécifiquement. Ces outils présentent l'avantage d'être facilement transportables, notamment dans le cas de la tablette ou du smartphone, ce qui permet de les utiliser quotidiennement et dans de nombreux contextes. Parmi les autres outils qu'on peut également présenter aujourd'hui, on a la réalité virtuelle, les agents virtuels qui permettent, eux, de s'entraîner dans des situations spécifiques ou de revivre des situations sociales dans un contexte proche de la vie réelle, sans ses inconvénients, on va dire. Par exemple, l'interaction avec un agent virtuel à travers un ordinateur ou une tablette permet de s'entraîner à la lecture des comportements et des émotions de l'autre, voire d'interagir avec une autre personne représentée par ce qu'on appelle un agent virtuel. La réalité virtuelle, elle permet de s'habituer un peu plus progressivement à l'environnement, souvent changeant et parfois hostile pour les personnes en situation de handicap. Enfin, ce qu'on appelle la modélisation par la vidéo, ça permet de mettre en avant des séquences de comportements dans des situations spécifiques, avec l'idée que visualiser de simples vidéos avec des acteurs humains permet de reproduire plus facilement les comportements pour pouvoir les adapter dans la vie quotidienne par la suite. Tout ça amène au développement de compétences un peu plus spécifiques qui aident à la gestion du temps, des consignes et des obstacles et qui permettent de s'entraîner sur des tâches. Des chercheurs ont notamment montré que l'utilisation d'outils numériques lors d'un entraînement permettait de réduire le nombre d'heures de coaching professionnel et d'augmenter le nombre total d'heures travaillées. Cependant, l'utilisation d'outils numériques par les personnes en situation de handicap, notamment en situation de handicap mental, demande des adaptations et un accompagnement particulier. Les technologies doivent être suffisamment personnalisables et évolutives pour accompagner les personnes, tout en prenant en compte leurs spécificités, comme par exemple la sensibilité à la frustration en cas de message d'erreur récurrent, la sensibilité aux stimuli distracteurs, le traitement des informations visuelles et auditives, le fait d'utiliser des séquences courtes. Et pour cela, on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle l'approche de conception centrée sur l'utilisateur. L'objectif, c'est de mettre la personne en situation de handicap au centre du projet, de s'appuyer sur ses besoins, ses avis et ses ressources pour créer une application qui répond véritablement à sa demande. L'objectif, c'est de placer la personne au centre du processus de création et de développement en échangeant avec elle à différents moments, que ce soit au moment de l'analyse des besoins, de la conception de l'évaluation, de l'application et de l'évaluation de l'application. Elle consiste aussi à tenir compte des caractéristiques des utilisateurs, des tâches qu'ils souhaitent accomplir, mais aussi du contexte dans lequel ces tâches seront accomplies. Les études dans la littérature montrent que les participants qui sont impliqués dans la conception de l'outil sont davantage motivés à utiliser l'outil par la suite. L'idée de la démarche de co-conception, c'est vraiment de proposer un outil pensé avec et pour les utilisateurs finaux. Sur cette diapositive, j'évoque également l'existence de ce qu'on appelle l'Autisme Guide. Donc ça, ce sont des chercheurs qui ont proposé un guide comprenant 11 catégories de recommandations pour le développement d'applications à destination des personnes avec un trouble neurodéveloppemental, comme le trouble du spectre de l'autisme. On retrouve dans ce guide des principes généraux d'utilisation pour les applications, comme le fait que les outils doivent être utiles, efficaces et fonctionnels, des notions d'adaptabilité, comme le fait que la personnalisation doit être possible en fonction du handicap, du niveau et de l'intérêt de la personne, des notions de charge cognitive. L'outil doit être développé pour promouvoir les facultés de concentration et d'attention de la personne en prenant en compte sa sensibilité aux distractions, aux sons ou aux images qui peuvent être trop nombreuses, ou encore la gestion des erreurs. Ces recommandations permettent d'avoir une vue d'ensemble et des principales caractéristiques d'un outil qui est adapté aux particularités des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme et qui peuvent s'appliquer aux personnes avec une déficience intellectuelle plus largement. C'est dans cet objectif, et avec toutes ces recommandations, que le projet Extra a vu le jour. Ce projet a été financé par la FIRA et la GFIP et a été mené par un laboratoire de recherche du CNRS en partenariat avec Auticiel. L'objectif de ce projet, c'était d'améliorer le développement des compétences sociales des travailleurs en situation de handicap à travers justement un outil numérique.
La première étape de ce projet, c'était, dans un premier temps, d'analyser les besoins des personnes afin d'identifier sur le terrain comment ça se passait et quelles étaient les demandes pour entraîner les compétences sociales ou plus spécifiquement les habiletés sociales. Pour cela, des entretiens ont été organisés avec des travailleurs ou des demandeurs d'emploi en situation de handicap, ainsi qu'avec les personnes qui les accompagnent au quotidien. On a utilisé des questionnaires pour interroger plus spécifiquement l'impact des habiletés sociales dans le fait de trouver et de se maintenir dans un emploi, et également la gestion des outils numériques pour ces personnes. Au final, 13 professionnels et 11 bénéficiaires ont participé à cette première étape, ce qui nous a permis d'identifier les différents parcours et les différents problèmes qui peuvent être liés aux habiletés sociales et qui pouvaient impacter la vie quotidienne des personnes. La deuxième étape, c'était les ateliers de co-conception. En suivant la méthodologie de co-conception que j'ai présentée juste avant, l'idée c'était de faire développer le contenu de la future application par les travailleurs et les professionnels eux-mêmes, afin de proposer des scénarios sociaux qui étaient pertinents et utiles pour les aider au quotidien. On a réalisé 4 ateliers en présentiel et un atelier en visio pendant cette étape, en regroupant les différents travailleurs et les différents professionnels qui faisaient partie des terrains d'expérimentation. Au total, ce sont 66 scénarios sociaux qui ont été rédigés lors de ces ateliers dans le cadre de ce projet. Les scénarios se présentent sous la forme d'un quiz qui comprend une situation problème et des réponses à cette situation, qu'elles soient adaptées ou non. Les scénarios créés permettent de travailler sur 28 habiletés sociales différentes qui sont regroupées en 5 grands thèmes. Ces habiletés sociales, ce sont celles qui ont été identifiées pendant la première étape sur le terrain avec les travailleurs et les professionnels. C'est donc toute cette base de données qui a conduit au développement et à la création de l'application AbiPro qui va maintenant vous être présentée par mon collègue Nicolas. Je prends le relais donc pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette application née de ce travail en partenariat dans le cadre du projet Extra que vous a présenté Séverine. Donc, cette application AbiPro a pour objectif de pouvoir utiliser ou concevoir, afin de personnaliser, des scénarios sociaux pour entraîner les habiletés sociales des travailleurs. L'idée, c'est après de pouvoir s'assurer de cette transposition des compétences. Comme l'expliquait Séverine, cette application est conçue avec aujourd'hui des contenus, 66 au total, rangés dans 5 catégories, dans lesquelles on va retrouver des questions à choix multiples. Des questions qui vont être posées sous forme de vidéo, pour permettre de bien contextualiser la situation, et qui vont permettre à la suite d'entraîner autour des attitudes et des postures attendues en milieu professionnel. Quand on rentre dans l'application, on va tout d'abord avoir un premier écran qui va nous permettre de choisir son profil. Ici, vous avez un exemple. On imagine un atelier dans lequel on a plusieurs travailleurs. Je suis un des travailleurs. Je vais pouvoir cliquer sur mon profil. Je vais ensuite pouvoir sélectionner une catégorie qui va m'être adressée. Et puis, je vais rentrer dans différents types de quiz. Dans ces quiz, j'ai accès à 3 niveaux de difficulté, à des questions qui ont 3 niveaux de difficulté. Je vais pouvoir écouter la question, je regarde la réponse, je lance la vidéo. La synthèse vocale vient expliquer la situation, me dicte les réponses. Je vais pouvoir ensuite sélectionner ce qui m'apparaît comme les bonnes réponses. Je me permets juste de préciser qu'ici, on n'entend pas la synthèse vocale pour des raisons techniques, mais qu'en réalité, évidemment, la synthèse vocale vient prononcer les phrases qui sont en relation avec chacune des réponses. Merci Julie de la précision. Moi, j'entendais, donc je pensais que vous l'entendiez aussi. C'est pour ça. Ok. Du coup, à l'issue de mes réponses et quand j'ai validé mes réponses, j'ai un retour sur
les bonnes réponses attendues et les corrections éventuelles. L'idée aussi, c'est de pouvoir, bien sûr, aller suivre la progression que je peux avoir en répondant à ces différents quiz. Et donc là, j'ai un bouton qui va me permettre tout de suite d'accéder à mes résultats. Hop là, j'ai été trop vite. Je vais revenir en arrière. Ici, voilà, je vois que j'ai joué la première catégorie, le quiz de niveau 1. Je peux aller dans le détail de cette catégorie et voir sur quel type de quiz j'ai eu des résultats. Voilà, on voit que j'ai 50% de réussite. Et je peux naviguer assez facilement, justement, sur la progression. Pour aller plus loin et pour préciser aussi ce qui a été expliqué par Séverine, on peut aller personnaliser cette application dans différents domaines. Le premier, ça va être qu'en fonction de mes réussites, je vais avoir des renforçateurs. Ces renforçateurs peuvent se modifier et s'adapter en fonction des sensibilités. Je déverrouille et je vais aller dans les paramètres pour pouvoir accéder au menu des renforçateurs. Je peux choisir de ne pas en mettre du tout, ou bien d'en sélectionner un ou plusieurs parmi une liste. Je vais pouvoir aussi augmenter ou diminuer le temps de vision de ces renforçateurs, et puis venir cibler à quel moment je veux qu'ils soient joués. Ça, c'est le premier niveau de personnalisation. Mais je peux aussi créer des propres quiz en passant en mode édition. Et donc, soit je vais pouvoir créer une nouvelle catégorie de quiz, ou bien compléter une catégorie en créant de nouveaux quiz. Ici, je vais pouvoir inscrire le titre de ma question, lui donner une photo ou une vidéo, et puis ajouter une description pour encore mieux contextualiser la situation. La dernière chose que je peux réaliser aussi dans la personnalisation, une fois que j'ai créé mes quiz, ça va être de pouvoir synchroniser l'application afin de renvoyer sur l'espace cloud une sauvegarde et avec la possibilité ensuite de le partager. Voilà pour le fonctionnement de l'application. Je vais repasser la main à Séverine pour la suite. Voilà, donc comme précisé par Nicolas, ce qui compose actuellement l'application, ce sont vraiment les scénarios qui ont été développés dans le cadre du projet. Donc là, actuellement, il y a 66 scénarios. Pour vous expliciter un petit peu plus là, ce qui compose les scénarios, on a parlé de 5 grands thèmes. Donc juste pour passer en revue ces thèmes, donc il y a un thème qui traite de gérer, exprimer ses émotions, par exemple. Rester calme en cas de problème, exprimer ses désirs, exprimer ses difficultés. Un thème qui traite de respecter le cadre du travail, mener des tâches professionnelles, par exemple le fait de demander des précisions quand des consignes ne sont pas claires, informer des supérieurs lorsqu'on a besoin d'une aide, exécuter des tâches en priorité, trouver des informations nécessaires avant de commencer le travail. On a un thème qui traite des règles de politesse, le fait d'écouter sans interrompre, de respecter les politesses ou les limites imposées. Un thème qui traite de l'interaction avec les autres, savoir comment initier une discussion, se joindre de façon appropriée à une activité, la gestion de conflits, que ce soit avec des collègues ou des supérieurs, se présenter à des nouvelles personnes, savoir quand parler de ses problèmes personnels. Et enfin, un thème qui traite du fait de s'adapter aux autres et de gérer aussi les imprévus, fonctionner malgré les obstacles qu'on peut rencontrer, faire des compromis, gérer des interactions délicates, proposer de l'aide à ses collègues ou s'adapter à de nouvelles situations. Toutes ces habiletés, en fait, on peut considérer parfois que c'est l'ordre de l'implicite, mais ça peut être très compliqué quand on arrive sur un nouveau lieu de travail, savoir comment on réagit et comment on interagit avec les autres dans ce genre de situation. D'autant plus quand c'est difficile pour nous de savoir lire les indices sociaux et de comprendre comment la situation se présente et comment j'y réagis. Pour conclure cette présentation, je vais juste revenir sur justement le projet Extra. Une phase d'expérimentation permet justement de tester l'application auprès des partenaires terrain qui ont participé au projet, qui ont participé aux 2 temps que j'ai présentés avant, le temps d'analyse des besoins et de co-conception.
et ce qui nous a permis de voir un petit peu comment était la prise en main de l'application et quel impact ça avait pour eux. Le protocole expérimental, il a été constitué de 3 étapes. On appelle ça une évaluation pré-expérimentation, donc voir un petit peu comment ça se passe pour les personnes avant l'utilisation de l'application. Un entraînement plus spécifique avec l'application pendant un temps donné avec des consignes données spécifiques pour cet entraînement. Et enfin, une évaluation post-expérimentation, où on va voir un petit peu les différences que ça a pu entraîner, le fait de s'entraîner sur l'application. Les résultats de cette expérimentation, ils ont permis de montrer une bonne prise en main de l'application par les travailleurs ou les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Ils ont tous jugé que l'application a été facile à utiliser et suffisamment compréhensible. L'entraînement avec l'application a montré de bonnes progressions individuelles, des progressions individuelles positives, notamment sur les connaissances sociales et les comportements dans le monde du travail. Enfin, les scénarios, et ça c'était un point qui était très intéressant, ont été l'occasion d'échanger autour de situations vécues par les travailleurs avec les personnes qui les accompagnent au quotidien. Par exemple, en faisant le parallèle avec des situations vécues dans leur quotidien et des situations présentées dans la tablette. Les professionnels qui ont participé à l'expérimentation, ils ont indiqué leur souhait de continuer à utiliser l'application à divers moments de leur intervention. Avant le début d'un stage, par exemple, pour évaluer le niveau de la personne et voir comment elle pourrait se comporter face à des situations problèmes. Pendant des stages ou pendant le début d'un travail pour soutenir le développement des compétences, ou alors après pour revenir sur des situations qui ont pu poser problème sur le lieu de travail et pouvoir discuter sur quel était le comportement approprié ou non en fonction de ce qui s'était passé, en fonction des indices sociaux. Je vous remercie en tout cas tous de nous avoir prêté attention le temps de cette présentation. Et on est à votre écoute si vous avez effectivement des retours, des remarques, des questions à nous poser. Je me suis permis de partager dans le chat le lien vers des informations qui concernent le projet de recherche dont Séverine a parlé. Donc, vous avez toutes les informations sur ce projet en utilisant ce lien. Et vous avez aussi la possibilité d'accéder à un document qui vient répertorier l'ensemble des scénarios sociaux qui sont proposés dans le cadre de l'application Abipro. On a eu quelques questions. Alors, la première, c'était: nous ne trouvons pas l'application Abipro sur Google, sur le Play Store. Alors, en effet, l'application Abipro, aujourd'hui, elle est disponible avec les contenus scénarios sociaux dont on vous a parlé aujourd'hui. Elle est disponible dans le cadre de la solution Coachabilio. Donc, voilà, pour information. Ensuite, on avait une question sur l'application dispose d'une accessibilité à tous, médaillon LSF, sous-titrage, accessibilité pour les jeunes malvoyants, non-voyants pour parcourir et utiliser l'application. Alors aujourd'hui, l'application, elle est conçue pour les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement, pour des personnes qui auraient une compréhension peut-être un peu déficitaire ou pas accès à la lecture, et c'est pour ça qu'il y a l'utilisation de la synthèse vocale. Par contre, hormis les paramétrages spécifiques qui sont d'ailleurs assez aboutis de la tablette aujourd'hui, il n'y a pas de système d'accessibilité spécifique pour les jeunes malvoyants. Qu'est-ce que la solution Coachabilio? On a cette question dans le chat. Nicolas, tu veux... Je peux répondre à la question. Alors, la solution Coachabilio, c'est une solution qu'on déploie depuis bientôt 3 ans dans l'environnement professionnel pour accompagner la montée en compétences des travailleurs et améliorer ainsi leur parcours professionnel. Cette solution, elle est organisée selon 3 grands axes: développer les savoir-faire, développer les savoir-être et développer les connaissances professionnelles. Vous l'avez compris, Abipro va permettre de travailler la thématique des savoir-être professionnels. On a une autre application qui vient
travailler les savoir-faire qui s'appelle Séquence, c'est du séquençage de tâches, voilà. Et puis on a une troisième application, Exopro, qu'on a présentée aussi lors d'un autre webinaire, qui vient compléter et étayer l'acquisition de compétences et de connaissances professionnelles. Cette solution Coachabilio, elle est organisée autour d'une pratique métier et donc d'un référentiel, ce qui va permettre aussi à l'encadrant de pouvoir suivre et évaluer les compétences professionnelles de chacun des travailleurs de l'atelier. Donc cette solution s'applique en ESAT, dans différents environnements professionnels, afin, comme je vous le disais, d'accompagner la montée et l'acquisition de compétences par les travailleurs de l'atelier, entre autres. Et je me permets juste de préciser que l'application Abipro, elle est aussi disponible dans le cadre d'un équipement de la solution EduPro, qui est à destination des SIPFP plutôt, ou des sections pro, pour les jeunes pour lesquels qu'on vient finalement familiariser au milieu du travail. Il y a eu une autre question qui est: est-ce que si nous avons la licence Amikeo, nous avons accès à la solution Coachabilio? Alors non, la solution Amikeo et la solution Coachabilio sont bien deux solutions distinctes. La solution Amikeo, elle est à destination des enfants et des adultes. Elle est pensée comme un outil individuel et un outil de compensation. Donc, on va retrouver, pour ceux qui connaissent, des applications type Voice, un outil de communication. On va retrouver l'agenda, etc. Néanmoins, au sein de la solution Amikeo, Sylvain, vous le savez puisque c'est vous qui posez la question, au sein de la solution Amikeo, on a une application qui s'appelle Social ND, qui a pour objectif de venir justement travailler l'acquisition des codes sociaux. Et on a pour projet de finalement remplacer Social ND par Abipro à terme. Néanmoins, aujourd'hui, les contenus qui sont proposés dans Abipro sont véritablement liés aux habiletés socio-professionnelles. Et c'est pour cette raison que pour l'instant, Abipro n'est pas déployé dans le cadre de la solution Amikeo, mais ce sera le cas en 2026, avec des contenus qui seront des contenus différents et puis toujours cette interface de personnalisation qui vous a été décrite par Nicolas. Cet outil peut-il être adapté à un public en foyer de vie? Alors, n'hésitez pas à étayer mon retour, Nicolas et Séverine. Mais cet outil, pour l'instant, Abipro, avec les contenus qu'il propose, est véritablement à destination des travailleurs en situation de handicap. Et finalement, il est adapté à toute personne qui aurait le besoin de venir travailler ses compétences socio-professionnelles. Je crois que tu l'expliquais dans la réponse précédente aussi. Demain, Abipro sera aussi disponible sur la version Amikeo et peut-être qu'à ce moment-là, ça répondra à la question de pouvoir accompagner dans le format de l'application, en tout cas, sur des habiletés professionnelles, enfin habiletés sociales plutôt et pas professionnelles. Et donc pourra s'adresser aussi à un public de foyer, tout à fait. Tout à fait. J'ai une autre question d'Amandine. Est-ce qu'on peut faire appel à vous si on accompagne un jeune qui a des besoins pour travailler des habiletés sociales en stage ou au travail? Alors oui, tout à fait. Et c'est effectivement dans le cadre d'un équipement de la solution EduPro qui est là à destination des jeunes qui se familiarisent au milieu professionnel. Nicolas, est-ce que je peux te laisser décrire la solution EduPro? EduPro, tout à fait, oui. Donc la solution EduPro est née de la solution Coachabilio aussi, mais s'adresse effectivement à un public qui est dans des démarches de pré-professionnalisation, dans des démarches de découverte et d'orientation et de détermination professionnelle, donc qui va se confronter à des environnements qu'elle n'a pas encore énormément connus, avec pas mal de nouveautés. Et pour cette raison, on a déployé EduPro pour accompagner tout ça, pour permettre de rassurer jeunes, donc à la fois sur l'aspect technique avec donc les savoir-faire, comme sur Coachabilio, mais aussi sur l'aspect relationnel avec Abipro, du coup, qui fait partie de cette solution et qui peut tout à fait s'adresser à un public qui est en démarche de stage, en recherche d'emploi, en développement de compétences, quelles qu'elles soient, dans une optique d'orientation et de détermination professionnelle.
On a une question de Marianne qui nous dit que son fils de 20 ans doit se préparer à un stage de 3 mois en entreprise en milieu professionnel ordinaire. Comment, en tant que particulier, peut-on avoir accès à la solution Habipro? Alors ça, Marianne, je vous invite à revenir vers nous directement en nous envoyant un mail à contact@auticiel.com. Mais effectivement, il est possible de s'équiper de manière individuelle de la solution coach à vidéo et donc de la solution Habipro. Alors, on a un autre point de Lisa qui nous dit, c'est-à-dire que nous aurons, nous les familles, accès au cours de 2026 à cette application dans Amikeo. Alors, vous aurez accès effectivement, en remplacement de Social ND, à une version identique à celle d'Habipro, mais avec des contenus différents et toujours avec la possibilité de personnaliser. De toute façon, les contenus sont accessibles dans le cloud, comme vous le savez. Si vous voulez néanmoins utiliser des contenus qui sont en lien avec les habiletés socio-professionnelles dans le contexte d'Amikeo, vous aurez tout à fait la possibilité de les ajouter à votre application. Néanmoins, les contenus de base proposés dans l'application Habipro version Amikeo ne seront pas les mêmes. Ouais, excuse-moi Julie, je voulais juste préciser qu'effectivement, tout dépend des besoins, mais tout ce qui va être autour de l'aspect professionnel, il faut bien entendre que ça va être sous le joug de coach Abilio et que tout ce qui va être plutôt vie quotidienne va être sous le joug d'Amikeo. Tout à fait, exactement. Quelqu'un nous demande comment accéder à EduPro. Alors, je vais vous envoyer un lien qui vous donne plus d'informations sur la solution EduPro. Et pour y accéder, il faut nous contacter. Donc, de la même manière, vous pouvez utiliser le formulaire de contact ou nous envoyer un mail à contact@auticiel.com. Est-ce que c'est payant pour avoir l'accès? Alors oui, pour avoir accès à l'application, c'est en effet payant. C'est dans le cadre de l'équipement soit de la solution Coach Abilio, soit de la solution Habipro. Néanmoins, et c'est pour ça que je me suis permis de vous partager le lien, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des scénarios sociaux, mais pas en version numérique finalement, pas en version intégrée à l'application. Mais vous pouvez avoir la liste de l'ensemble des scénarios qui ont été développés dans le cadre de ce projet de recherche sur le lien que je vous ai envoyé en rapport avec le projet Extra. Vous retrouverez également sur le lien que Julie vous a mis dans le chat une vidéo qui présente justement le déroulé de l'expérimentation pour avoir un peu le public qui a participé à la construction de l'application et voir un petit peu aussi leur retour. Et donc, ce lien permet aussi de voir tout ce qui a été créé autour de l'expérimentation, un rappel de tous les points un petit peu théoriques que j'ai évoqués aujourd'hui et effectivement une liste détaillée de tous les scénarios qui ont été créés dans le cadre de ce projet sous version PDF. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On va vous laisser le temps, si vous le souhaitez, de poser d'autres questions. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'était de vous présenter l'application Habipro en lien avec les habiletés socio-professionnelles, application qui est aujourd'hui disponible dans le cadre de la solution Coach Abilio. Cette même interface qui sera finalement une amélioration de Social ND qui est disponible dans Amikeo sera proposée courant de l'année 2026, donc au sein de la solution Amikeo. Et l'application Habipro est aussi disponible dans le cadre d'un équipement de la solution EduPro. J'espère que tout ça est assez clair. N'hésitez pas, on va rester encore connectés si vous avez d'autres questions. Alors, je vois que quelqu'un écrit, donc on va vous laisser le temps de poser vos dernières questions. Pour rappel, on propose des webinaires thématiques de ce type une fois par trimestre.
Du coup, si jamais vous avez des idées de thématiques à aborder, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer un mail ou à nous le dire aujourd'hui, puisque voilà, l'idée c'est de pouvoir aussi répondre à vos besoins. De la même manière, vous pouvez retrouver tous nos webinaires thématiques sur notre chaîne YouTube. Il y a une playlist de webinaires thématiques et vous pouvez les retrouver aussi sur le cloud. Je vais vous envoyer le lien vers la playlist en question. Hop, je vous envoie. Alors, j'ai peur que ça me lance. Je vais vous envoyer tout de suite la playlist de replay. Voilà. Alors. Pendant que Julie est en train de chercher, merci pour votre retour, Cécile. Effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi, même à différents moments de la vie, à différentes étapes de la vie, que ce soit voilà, l'entrée dans la vie active, trouver un emploi, maintenir un emploi. Il y a toujours un moment où on peut s'interroger justement sur les situations sociales, comment gérer les habiletés sociales. Donc, effectivement, c'était tout l'objectif de l'application. L'expérimentation a montré que c'était très intéressant, quels que soient les parcours des personnes, quels que soient les milieux vers lesquels ils se tournent aussi, que ce soit protégé, adapté ou ordinaire. Donc voilà, merci pour votre retour. Je vois que quelqu'un écrit encore. On va se laisser encore 2-3 minutes, si ça vous va. Donc, je vous ai partagé juste au-dessus le lien vers la playlist YouTube de webinaires thématiques. Donc, vous verrez tous les webinaires qu'on a proposés jusqu'ici. Donc, un webinaire par trimestre. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on vous retrouve au prochain webinaire, donc, qui aura lieu au premier trimestre 2026. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.